Barry, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle de la RSE dans notre contexte. Alors, quelle est la définition et quelles sont peut-être les subtilités par rapport à ce concept de gouvernance? Alors, vous avez bien dit le concept de gouvernance, parce que pour moi, la RSE est avant tout un outil de gouvernance. La définition que j'en donne, c'est que c'est un processus à partir de laquelle les entreprises doivent associer leurs parties prenantes clés dans ce que j'appelle, moi, des rencontres de dialogue parties prenantes. Cette nécessité-là de dialoguer avec un objectif essentiel, c'est de faire évoluer les objectifs de développement durable, notamment les 15 objectifs de développement durable, puisque les deux derniers sont nécessairement liés à la gouvernance de l'entreprise. Alors, ça exige des prérequis. Ces prérequis-là, il faut que l'entreprise soit d'abord dans un bon système de gouvernance et nécessairement un engagement fort de la direction générale et même du conseil d'administration d'intégrer la question du développement durable dans le système de management. Et donc, là, ce système de gouvernance fait appel à 7 principes. C'est 7 principes de la RSE. Les 7 principes, c'est d'abord la redevabilité. L'entreprise doit rendre compte à ses parties prenantes, rendre compte de ses impacts négatifs, je dirais d'abord. Quelles sont ces parties prenantes? Ces parties prenantes, si je prends le cas des compagnies minières, on peut les hiérarchiser. La plus importante des parties prenantes, c'est les populations riveraines et d'une manière générale les populations du territoire dans lequel l'entreprise évolue. C'est également les autorités locales, c'est les fournisseurs, les sous-traitants et bien entendu l'État. Donc c'est important dans le cadre de cette redevabilité-là que les compagnies minières et toute entreprise puissent institutionnaliser ce dialogue-là qui permet la redevabilité. Et le deuxième principe, c'est la transparence. Donc ce dialogue-là doit se faire en toute transparence, ce qui nécessite de mettre autour de la table des indicateurs qui permettent aux parties prenantes, et notamment aux populations, de suivre un peu l'évolution des activités et actions que mène l'entreprise de manière régulière et permanente. Le troisième principe, c'est l'éthique. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais dans le cadre des compagnies minières, on fait très attention aux devoirs de vigilance, notamment liés à la lutte contre la corruption. Vous avez également le quatrième principe qui est le respect des intérêts et attentes des parties prenantes. Donc, ce qui suscite la nécessité de dialoguer, encore une fois. Cinquième principe, c'est le principe de la légalité. On respecte les lois et règlements du pays. Sixième principe, on va au-delà du principe de la légalité pour se conformer à des standards internationaux dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Et enfin, le dernier principe, c'est la question des droits humains. Pas non seulement dans l'entreprise de la compagnie minière, mais je dirais surtout dans la chaîne d'approvisionnement et d'une manière générale dans la chaîne de valeur de la compagnie minière, s'assurer du respect de la conformité réglementaire, mais également des droits de l'homme au niveau des sous-traitants, des fournisseurs. Donc voilà un peu
ce prérequis-là au niveau des entreprises, nécessité de bonne gouvernance, nécessité de dialogue et surtout nécessité de faire des partenariats, ce qu'on appelle des partenariats pour le développement durable, de conclure des conventions avec notamment des partenaires techniques et ou financiers de la société civile ou autres, pour développer de vrais projets à impact. Parce que, comme je disais, la finalité de la RSE, c'est de faire évoluer les objectifs de développement durable. Et pour ce faire, on ne peut pas le faire seul. L'entreprise est obligée d'être en partenariat avec notamment des organisations de la société civile. Donc voilà un peu le concept tel qu'il est décrit. Très bien. Alors, vous avez accompagné beaucoup d'entreprises minières dans leur initiative RSE. Est-ce que dans le secteur minier, la RSE revêt une certaine particularité? Alors, comme je disais, il y a quand même un droit commun dans la RSE. Ce sont ces principes-là. Si je prends le cas du Sénégal, on est encore très loin d'une appropriation de ces principes par les compagnies minières. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer les différentes catégories de structures. Vous avez des compagnies minières qui sont en exploitation, qui sont en production. Et parmi celles-là, je ne citerai pas, mais il y en a très peu qui sont sur ces principes-là. Il suffit juste de suivre l'actualité des médias pour savoir si le dialogue se passe réellement bien entre les compagnies minières et les populations. Donc la particularité de la RSE dans le secteur des mines, c'est surtout le territoire dans lequel elles évoluent, où souvent elles sont très éloignées du milieu urbain et qu'elles doivent évoluer à proximité d'un environnement qui est informel. Un environnement informel, donc avec des populations qui souvent sont analphabètes, où il y a très peu de qualifications professionnelles sur lesquelles les entreprises pourraient s'appuyer. Et surtout, elles évoluent dans un environnement où la nature, justement, la préservation de la nature est un élément essentiel. Et donc, elles doivent tenir compte de cet aspect environnemental qui est important. Donc, c'est cette particularité-là. Et on observe, au Sénégal en tout cas, très peu d'entreprises qui sont dans ce dialogue-là, partie prenante, notamment avec les populations. Ce qui est important, c'est qu'elles instituent des cadres de dialogue où justement on puisse prouver cette transparence et cette redevabilité-là. Alors, il me semble qu'on parle également dans le secteur des mines de RSE stratégique. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, la RSE stratégique fait appel à cette notion d'analyse, ce qu'on appelle l'analyse de matérialité, c'est le point de départ. L'entreprise doit, dans un premier temps, regarder quelles sont ses parties prenantes. Elle doit faire une analyse globale, très détaillée, de ces parties prenantes. Donc vous allez trouver parmi les populations riveraines des catégories de population, des jeunes, des femmes, des élus, etc. Ce travail-là doit être également fait au niveau de ce qu'on appelle les enjeux du territoire. Chaque localité du Sénégal a des enjeux particuliers. Et donc ce travail d'analyse des enjeux doit être également réalisé tant par l'entreprise en interne, mais également par l'entreprise et
ces parties prenantes. Et donc, si dans le cadre de ce dialogue-là, de ces rencontres de dialogue, l'entreprise et les populations maîtrisent, on fait cette analyse-là des parties prenantes et des enjeux, il est beaucoup plus facile de mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action RSE, d'être dans l'opérationnalité. Et bien entendu de mettre en place une stratégie de développement durable qui soit adaptée aussi bien au contexte des populations qu'au contexte du territoire. Donc c'est en ce sens que la RSE est avant tout un élément de gouvernance et un élément de stratégie. Alors, c'est connu que les zones d'exploitation minière connaissent un fort taux de pauvreté. Quelle est donc la pertinence de la RSE dans le secteur des mines? La RSE, comme je le disais en début d'interview, sa finalité, c'est le développement durable. Ouais. Sa finalité, c'est l'ODD 1, l'objectif de développement durable 1, c'est la lutte contre la pauvreté. Oui. En définitive, toutes les entreprises doivent être sur cet objectif-là de réduire la pauvreté. Et encore plus les compagnies minières qui sont en milieu rural, dans une zone souvent éloignée donc, des villes. Le développement d'un pays ne peut se faire que si les actions de développement sont menées sur l'ensemble du territoire. Et donc, dans le cas des compagnies minières, il y a cette nécessité-là, je dirais même cette obligation, de lutter contre la pauvreté, d'agir avec des partenaires techniques et financiers pour faire évoluer la question de l'éducation, la question de l'éducation, de la santé, la question du genre, la question de l'accès à l'eau, la question de l'accès à l'électricité des populations. Sans ce minimum d'actions et de projets structurants, il ne peut pas y avoir de paix sociale et donc de développement harmonieux, aussi bien de l'entreprise que du territoire. Alors, Monsieur Barry, vous convenez avec moi que la RSE n'est pas encore entrée suffisamment dans les habitudes des entreprises au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent l'adopter, la comprendre et l'appliquer? Effectivement, c'est tout le but de ce que nous avons initié d'abord au niveau de RSE Sénégal, ça fait maintenant 15 ans. Mais depuis 2022, avec le Conseil national du patronat du Sénégal, on a mis en place un label RSE CNP, pour lequel on invite justement les entreprises à concourir. Ce label est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la formation. Plus on formera des directeurs généraux, des cadres d'entreprise dans le domaine de la RSE et du développement durable, plus on aura des entreprises qui connaissent cette RSE-là. Donc c'est le premier niveau de ce label, c'est la formation. Le deuxième niveau, justement la compréhension, c'est dans cette formation-là, amener les entreprises à agir. Cette formation-action doit permettre à l'entreprise de se doter des outils de pilotage de la RSE, de manière à ce qu'elle puisse être dans un dialogue avec leurs parties prenantes, un dialogue performant, un dialogue efficace. Et donc pour cela, il faut qu'elle maîtrise les enjeux, aussi bien les enjeux des parties prenantes que les enjeux du territoire. Et donc cette formation-là leur permet aussi d'avoir ces éléments d'analyse de matérialité.
Enfin, on revient toujours à la formation. C'est la formation qui va permettre l'action. C'est comment amener l'entreprise à contractualiser avec des partenaires au développement, des partenaires techniques, notamment des ONG, amener les entreprises à mieux collaborer avec les partenaires, encore une fois, que ce soit même les médias, les organisations de la société civile, les ONG, etc. Donc voilà un peu des axes importants pour faire évoluer cette RSE-là, c'est la formation. Et bien entendu, il y a le cadre juridique sur lequel aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a eu des évolutions. Dans le secteur minier et même pétrolier, il y a l'ITIE qui facilite en tout cas cette transparence-là et cette redevabilité-là. Vous avez aujourd'hui le Code des marchés publics qui a intégré la dimension RSE. Et puis vous avez de plus en plus, en tout cas des entreprises ici au Sénégal comme Endeavour Mining, qui met des exigences à ses fournisseurs, à ses sous-traitants, des exigences en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Très bien. Alors, est-ce que souvent ça vous interpelle de constater que certaines entreprises manifestement réduisent la RSE au mécénat? Oui, parce que je dirais que c'est mon cœur de métier aujourd'hui, c'est d'amener les entreprises à comprendre que la RSE, ce n'est pas le mécénat. Le mécénat, c'est une action. Vous n'avez pas besoin de mettre en place une organisation dans l'entreprise pour faire du mécénat. L'entreprise fait des bénéfices et elle accorde une petite partie de ces bénéfices dans des actions de développement durable. C'est du mécénat. Vous avez compris à travers la définition que j'ai donnée de la RSE qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique. La différence, c'est pour moi le niveau d'impact. Le mécénat ne permet pas de répondre à un niveau d'impact significatif en matière de développement durable. La RSE stratégique doit permettre de conclure des partenariats avec des ONG ou des parties prenantes externes pour avoir un impact significatif en matière de développement durable. Ce n'est que la RSE qui peut permettre de faire évoluer de manière significative les objectifs de développement durable. Très bien. Alors pour finir, moi je peux être tenté de dire que bon, la RSE c'est pour les grandes entreprises. Moi, jeune entrepreneur qui vient de commencer, en quoi la RSE me concerne-t-elle? C'est une bonne question. Est-ce qu'une start-up qui démarre peut être dans la pratique de la RSE? Je le pensais il y a quelques années. Ah oui. Je suis plus nuancé maintenant pour une start-up. Bien que selon les principes et la méthodologie que je vous ai donnée, ce serait possible. Mais la RSE est quand même un investissement. C'est un investissement, c'est pas quelque chose qui se met en place facilement. Et donc c'est peut-être les limites que je mettrai à ce qu'une start-up s'approprie la RSE telle qu'elle est décrite. Maintenant, au niveau des grandes entreprises, sans un engagement fort et réel, et j'insiste sur le réel, des directeurs généraux, et même je dirais des conseils d'administration, il ne peut pas y avoir une vraie pratique de la RSE. Et donc, oui, je pense que les
La RSE est un outil qui peut s'adapter à toutes les entreprises, même à toute organisation, même l'État, même les organisations de l'État. Mais avant tout, c'est l'engagement fort de la direction générale. D'accord. Barry, merci beaucoup.